Du moment, je vais vous dire, à partir du moment ce que vous appelez la provocation, à partir du moment où nous, on s'exprime, on utilise notre propre vocabulaire et on met des mots sur ce qui nous fait mal à nous, eh bien, au moins, ça le mérite que vous êtes provoqué. Très bien, vous êtes provoqué. Bon, je ne vais pas pleurer sur vos choix. Non, mais je parle de la communauté majoritaire. La communauté majoritaire est provoquée. Ça crée un séisme à l'intérieur, on s'interroge, on débat, mais comment, patati patata. Mais c'est très bien. Mais c'est très bien, pourquoi? Parce que ça crée des divisions, ça crée des discussions, ça oblige les partis ici présents à se mobiliser avec nous, par exemple, ce qui est très bien. C'est très bien, ça veut dire qu'on crée des résistances en notre sein, à l'intérieur de ce qu'on appelle les indigènes de la République, mais ça oblige le champ politique à se mobiliser. Ça veut dire que, par exemple, si par exemple, moi je suis là, je dis rien, eh bien Copé, il va faire son truc de racisme anti-blanc sans aucune résistance. Eh bien nous, quand on est là et qu'on dit, on est une force politique et qu'on fait de la politique et qu'on bataille pour élargir un front réellement antiraciste et pour ringardiser l'antiracisme habituel, moral, qui ne sert à rien, qui n'est en aucun cas un levier, pour politiser la question du racisme, eh bien ça permet même aux organisations de gauche de se réinvestir sur cette question et sur la base au moins d'une définition qui soit politique du racisme. Alors que ça bouscule, que ça excite les identitaires, eh ben, tant pis, moi je ne cherche pas à ce que eux, on ne cherche pas spécialement à les exciter. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est de rompre l'isolement des quartiers populaires, à rompre l'isolement de l'immigration qui reçoit à longueur d'année, qui subit les oppressions, le racisme, les discriminations à longueur de temps et des offensives médiatico-politiques dont vous ne vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte des dégâts. Parce que ça, on va le payer dans les années à venir. Les deuxième, troisième, quatrième générations qui se ramassent cette violence institutionnelle et politique, eh bien un jour on va la payer. Donc de notre point de vue, il est urgent que nous organisions pour, de manière politique, en tout cas nous c'est ce qu'on fait au sein du Parti des indigènes de la République, et au sein d'autres organisations comme le Front Uni des quartiers populaires, on essaye d'élargir l'organisation des organisations de résistance et d'alternatives politiques, et en même temps obliger le champ politique de gauche, enfin précisément de gauche, de soutenir, en tout cas d'aller dans ce sens-là, d'aller dans le sens d'une plus grande résistance contre ceux qu'on va considérer, que j'espère qu'on va considérer comme étant nos ennemis communs, à condition qu'on respecte les espaces, à condition qu'on respecte et qu'on comprenne qu'il est nécessaire qu'il y ait des organisations autonomes de l'immigration qui s'organisent autour de questions raciales, de discrimination, et qui élaborent leur propre projet politique. Voilà. J'ai une question un peu naïve. Est-ce que finalement vous dites que le racisme c'est institutionnalisé, c'est plus ou moins ça. Est-ce que finalement, quand on voit un peu la droitisation lors des dernières élections, etc., est-ce que finalement ça n'a pas causé leur perte et finalement il n'y a peut-être rien à faire, juste ce discours, ça leur porte pas forcément, ça leur porte plus préjudice qu'autre chose et finalement... Est-ce que ça ne cause pas leur perte, voilà, la perte de qui, de la droite? Oui, la perte de la droite, le racisme institutionnalisé, est-ce que finalement c'est vraiment une bonne chose pour ceux qui l'utilisent et est-ce que la meilleure chose c'est pas ne rien faire ou ne rien dire ou est-ce que c'est vraiment utile de combattre ce racisme? Le racisme institutionnel n'est pas le simple fait d'un gouvernement de droite. Non, bien sûr. Mais il existe. Je donnais un exemple à travers la dernière campagne où on a vu en effet le racisme institutionnel il existe depuis toujours. Il existait largement sous le Parti socialiste. Je parlais d'un exemple avec les dernières élections où c'est vrai qu'on a vu un discours très radical au fur et à mesure que les semaines passées. C'est un exemple, mais ça aurait pu être celui de la gauche. On considère que c'est un fonds de commerce. Et que, entre autres un fonds de commerce, qu'il existe, il est institutionnel, il existe, mais qu'il l'utilise en plus pour remettre du l'huile sur le feu, moi je pense que si à partir du moment où on considère, s'ils l'utilisent, ils sont pas cons, c'est qu'ils pensent que c'est rentable. Ils sont trompés en l'occurrence. Ils sont trompés, mais sur le long terme, quand on l'analyse sur le long terme, on se rend compte que tout le champ politique français s'est droitisé. Je veux dire, aujourd'hui, ce que dit aujourd'hui le PC, c'est ce que disait le PS il y a 25 ans. C'est-à-dire que tout le monde se droitise. On l'a vu en plus très clairement sur la question de l'islam et de l'islamophobie. Le champ politique français se droitise rapidement. D'année en année, je ne vois pas où vous voyez l'affaiblissement de leur idéologie.
Je parle pas d'affaiblissement. Oui, si. Non, ils ne font que se renforcer. Et justement, aujourd'hui, s'il y a de la place pour... Il y a 20 ans, on ne pouvait pas parler de racisme anti-blanc, c'était impossible. Aujourd'hui, on en parle. Et même toute l'offensive qui consiste à dire la gauche a été angélique vis-à-vis des quartiers et de l'immigration. C'est la victoire, justement, de ces idéologies-là. Aujourd'hui, la gauche est complexée de soutenir les immigrés. Pourquoi pas? Enfin, les quartiers, on va dire les quartiers, je dis les immigrés, mais les quartiers, à cause d'une barbe trop longue, à cause d'un foulard, à cause de je sais pas quoi. Et avec un Front National à 18%, il est peut-être temps de se poser certaines questions. C'était déjà il y a 10 ans. Ah mais ça augmente à chaque fois. C'est pour ça que c'est sur le long terme. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, parce que vous parlez de rompre l'isolement, mais vous vous revendiquez comme indigène. Je ne comprends pas. Est-ce que vous n'avez pas intérêt à vous revendiquer comme pleinement française? Vous allez en pèlerinage quand tout le monde en revient. Les militants de l'immigration ont dit qu'ils étaient des citoyens pendant 30 ans. Nous sommes des citoyens, nous sommes des citoyens, nous sommes des citoyens. L'association citoyenne de machin, l'association des citoyens, tout ça pour dire nous sommes des citoyens et en même temps nous sommes des gentils, on veut se faire accepter, on veut l'égalité, patati patata. Ce discours citoyen, on l'a utilisé pendant 30 ans. Mais quand au bout de 30 ans, on se rend compte que plus ça va, plus on nous stigmatise et plus on nous met hors de la nation, à un moment donné, il faut mettre des mots sur la réalité. Alors moi, je peux continuer à dire que je suis citoyenne, ça peut vous faire plaisir. Je peux. Mais c'est pas vrai. Parce que je vais vous dire pourquoi. Moi, je suis ici devant vous, je suis militant politique. Je donne juste mon exemple, issu de l'immigration. Eh bien, je fais de la politique. Si, mademoiselle Laure fait de la politique, si par exemple, elle a un discours offensif contre, je sais pas, les patrons, contre le gouvernement, et puis qu'elle a en face d'elle des fachos, je sais pas quoi, on peut l'insulter, on peut lui dire que c'est n'importe quoi, on peut lui dire que c'est une gauchiste, on peut dire tout ce qu'on veut, mais on lui dira pas de rentrer chez elle. Eh ben moi, on me dit, c'était pas content, tu rentres chez toi. Eh ben, et pourtant, je suis... Vous êtes française. Vous êtes chez vous? Non, attendez. On On est toujours dans le renversement des rôles. La question, c'est pas moi comment je me considère. Je vous dis que pendant 30 ans, les militants de l'immigration ont dit « On s'en fout, on est chez nous ». Bon voilà, on l'a dit pendant 30 ans. Première, deuxième, troisième génération, on s'en fout, on est chez nous. Mais nous, on le dit plus, ça. On va pas annoncer bêtement pendant des siècles. On s'en fout, on est chez nous. Eh ben moi, quand je dis on s'en fout, on est chez nous, et que je crie un peu fort et que je dis sous chien, eh ben on me dit, ma belle, si t'es pas contente, tu rentres chez toi. Et on le dira pas à Laure. Et si on le dit à moi, c'est-à-dire que moi et Laure, on n'est pas au même niveau. Moi, j'aurais beau dire, je suis citoyenne, on me dira, ma pauvre, t'es une bougnoule. Voilà, je suis une bougnoule, et puisque je le sais, puisque j'ai beau dire, je suis citoyenne, on me dit que je suis une bougnoule, à un moment donné, je préfère dire que je suis une indigène de la République, qui a un intérêt politique, qui consiste à mettre des mots sur les mythes républicains. Les mythes républicains, et à mon avis, c'est bien, je l'ai dit hier à la conférence, que nous, on détruise les mythes de la République, c'est bien pour tout le monde et c'est bien pour vous. Parce que la République, elle dit à tout le monde qu'elle est égalitaire, et comment on explique autant de pauvres en France, si elle est égalitaire? Comment on explique le prolétariat? Comment on existe l'extrême richesse d'une petite catégorie de la population au détriment de la majorité? Comment on explique les discriminations qui sont faites aux femmes de manière structurelle? La parité homme-femme n'existe pas, la justice entre les hommes et les femmes n'existe pas, et pourtant on nous dit que la société est égalitaire. Et donc nous, on met le doigt simplement sur la question raciale, mais en même temps ça dévoile l'ensemble de la structure républicaine, qui est fondée sur l'inégalité. C'est bien pour nous qu'on dévoile le mythe républicain, mais c'est bon pour les femmes, c'est bon pour les prolos. Donc à un moment donné, on s'en fout. Je suis intervenue récemment en disant la République est une divinité. C'est une divinité, voilà, elle est là, elle est au-dessus de nous, elle est égalitaire, c'est des valeurs de la République. Et puis là, on se prosterne. Dès qu'il y a problème, il faut s'en remettre aux valeurs de la République. Il ne faut pas s'en remettre aux valeurs de la République, qui sont une foutaise. Il faut s'en remettre aux luttes. Et toutes les catégories opprimées doivent lutter. C'est tout, il n'y a pas 150 000 solutions. Et monsieur, excusez-moi, c'est certainement pas la rencontre. La rencontre, le dialogue des cultures, des religions, etc., qui va améliorer la situation. C'est la lutte politique. Voilà, c'est les rapports de force. Et les dominants n'entendent pas autre chose que les rapports de force. Et je crois qu'une organisation comme le NPA et les Verts comprennent que s'ils s'organisent en parti politique, c'est précisément pour transformer les rapports de force.
et transformer la société. Et je crois aussi comprendre qu'on veut transformer la société dans un sens de justice sociale. Voilà. Eh bien nous sommes cette partie de la société française, en bas, en dessous de la France d'en bas, qui veut avoir sa propre politique, qui veut en tout cas construire son propre rapport de force à l'intérieur des quartiers, mais avec cet objectif qui est, au bout du compte, une alliance. Mais pas tout de suite, pas maintenant. Tant qu'on ne comprendra pas et quand on se fera nous-mêmes critiquer par ceux qui seront nos alliés de demain, et donc, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une organisation comme la nôtre, et c'est ça le grand paradoxe, et c'est ça en fait qui rend notre notion de champ politique blanc, qui la rend pertinente. La droite et l'extrême droite, lorsque nous, les indigènes de la République, on est apparus, ils n'ont même pas eu besoin de lever le petit doigt contre nous, puisque la gauche a très bien fait le travail. Contre nous. La gauche française, lorsqu'on est apparu, c'est la gauche française qui nous a insultés, qui nous a accusés d'ethnicisme, de communautarisme. Donc on avait le propos politique que je suis en train de vous livrer, et ben on l'a toujours eu depuis le départ. On n'a jamais rien dit d'autre. On n'a jamais dit on n'a jamais dit qu'on allait faire un djihad ou je sais pas quoi. On n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit qu'on se revendiquait d'idéologie extrémiste ou quoi que ce soit. On a proposé une grille de lecture sur la base de laquelle il fallait, à notre sens, construire une force politique. Eh bien, la gauche française nous a attaqués, nous. Au lieu de considérer qu'il fallait nous laisser nous épanouir pour réfléchir éventuellement, en tout cas réfléchir à la nécessité que les quartiers populaires aujourd'hui, qui sont en dessous, qui sont les classes populaires les plus défavorisées, qu'il était nécessaire qu'elles s'organisent, ne serait-ce que pour devenir une force politique avec laquelle on peut s'allier dans l'avenir. C'est-à-dire que même ce petit calcul à la noix, ils ne l'ont pas fait. Ils nous ont attaqués. Le front de gauche et la gauche. Non, mais je parle là, effectivement, sur cette affaire où j'ai contre moi des méchants identitaires, je dois dire que effectivement, c'est plus facile d'avoir avec moi une partie du champ politique français, une partie de la gauche, mais si c'était agi d'une autre histoire, d'une affaire de foulard, d'une affaire de laïcité, etc., alors là, les soutiens se font de plus en plus rares. Non, mais ce que je veux dire là, par exemple, ça. Quand il y a eu présidentielle, même la gauche et l'extrême gauche, évidemment, ne sont pas alliés. Ils ne sont pas quoi? Ils ne sont pas vraiment alliés. Alliés? Alliés. Qui est qui? Par exemple, Mélenchon et Hollande, ils étaient un peu l'un contre l'autre, alors qu'ils sont tous les deux de la gauche. On ne va pas reprocher à Mélenchon de ne pas vouloir s'allier au PS. Non, mais... Non, mais ça, je veux dire, s'il y a quelque chose qu'on trouve bien, c'est peut-être ça. Et Il a été 35 ans. Oui, je Il a sais. été 35 ans. Mais je sais. Non, mais je sais. On ne va pas lui reprocher cette alliance. Pour l'instant, il a quand même fait du grand Sénat pendant 35 ans. Non, mais on sait, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Mais tous ceux qui résistent au PS, pour nous, aujourd'hui, ce sont des héros. Donc, ça va. Sur l'événement d'hier, est-ce que vous pouvez raconter plus en détail ce qui s'est passé exactement? Hier au Mirail, moi j'étais à l'intérieur, donc j'ai pas vu. Je sais qu'il y a eu une quinzaine de membres des jeunesses nationalistes qui ont voulu venir perturber la conférence. Ils n'ont pas réussi à faire grand-chose. Ils étaient une quinzaine. Apparemment, c'est Le groupe de Gabriel? Je crois. Je ne connais pas. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut en parler. Je ne les connais pas. Concrètement, ils ont fait quoi? Ils sont venus? Ils n'ont pas pu rentrer parce qu'il y avait d'abord un service d'ordre. Et puis il y avait aussi le service, la sécurité du Mirail. Donc ils n'ont pas pu rentrer, mais s'ils avaient pu, ils seraient rentrés. Moi j'ai reçu un communiqué de presse disant que suite à leur intervention, vous et vos amis, vous étiez enfuis en courant. C'est pour ça que j'essaie de différentes versions. C'est-à-dire qu'on non seulement on n'est pas parti en courant, mais on a poursuivi la conférence, on est allé jusqu'au bout. Et on s'est même payé le luxe d'accompagner pratiquement chaque personne qui était là. Il y avait, je sais pas, une cinquantaine de gens qui sont venus nous écouter. On a organisé leur retour. Tout s'est très très bien passé. On est resté jusqu'au bout. Et on a terminé notre propos.
Et même pas peur. En fait, ils sont juste restés à leur place.